Amis du roman historique, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un troisième épisode sur Auschwitz. Donc, en l'occurrence, il s'agit d'un témoignage. Hein. Donc, il n'y a pas de livre d'histoire avant. C'est le livre d'histoire que j'ai déjà utilisé pour deux autres passages, pour la mort et mon métier, pour également donc la sage-femme d'Auschwitz. Et là, il s'agit du tatoueur d'Auschwitz. Mais là, c'est pas un roman, hein, c'est un témoignage, donc ça fait partie des documents utilisables pour éventuellement envisager un roman historique. Voilà, donc je vais vous lire les passages. Je voulais également vous montrer donc une revue qui est un peu ancienne, c'est donc la revue L'Histoire. C'était publié celle-ci en 1998. Alors c'est assez synthétique, ça donne beaucoup de synthèse sur l'univers d'Auschwitz et des camps de concentration et des camps d'extermination, hein, parce que il y a eu beaucoup de camps de concentration et quelques camps d'extermination essentiellement sur l'ouest, hein, Chelmno, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec et Auschwitz-Birkenau. Voilà, les autres qu'on connaît sous le nom de Mauthausen, Dachau, etc. C'est des camps de concentration où il y avait surtout des résistants et puis des opposants au régime nazi. Voilà, donc, et les juifs étaient plus concentrés sur l'Est pour l'extermination. Donc tout ça est très détaillé, ça donne plusieurs aspects des choses, l'attitude des Alliés vis-à-vis des camps d'extermination, l'attitude du pape, le silence incroyable de la papauté, qui est bien décrit dans le film de Costa Gavras, Amen, par exemple. Enfin, c'est très très détaillé. Donc on peut le trouver sur internet, hein, notamment sur des plateformes comme la Fnac ou l'Occasion, hein, bien sûr, ou Momox, etc. Voilà. Donc c'est intéressant, si on est intéressé par le sujet, de pouvoir le parcourir. On peut le trouver en bibliothèque, hein, bien sûr. Voilà. Donc je vais vous lire des passages de ce livre, Le tatoueur d'Auschwitz, hein, qui est écrit par Heather Morris. Alors, Heather Morris, excusez-moi, j'ai une bronchite. J'arrive à prendre une bronchite en plein été, moi je suis fort. Alors, Heather Morris est journaliste. Elle a prêté sa plume à Lal Sokolov, qui lui a raconté son histoire. Hein, c'est la description de ce qu'il a vécu. Ce texte best-seller mondial a été traduit en 48 langues. Il est en cours d'adaptation à l'écran. Alors, l'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé l'amour au cœur de l'enfer. Sous un ciel de plomb, des prisonniers défilent à l'entrée du camp d'Auschwitz. Bientôt, ils ne seront plus que des numéros tatoués sur le bras. C'est Lal, un déporté, qui est chargé de cette sinistre tâche. Il travaille, le regard rivé au sol pour éviter de voir la douleur dans les yeux de ceux qu'il marque à jamais. Un jour, pourtant, il lève les yeux sur Gita, et la jeune femme devient la lumière dans ce monde d'une noirceur infinie. Ils savent d'emblée qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Dans cette prison, où l'on se bat pour un morceau de pain et pour sauver sa vie, il n'y a pas de place pour l'amour. Ils doivent se contenter de minuscules moments de joie, qui leur font oublier le cauchemar du quotidien. Mais Lal fait une promesse à Gita. Un jour, ils seront libres et heureux de vivre ensemble. Alors je vous ai choisi des passages. Page 48, là le tatoueur est sauvé par Aaron. Alors 48. Oh là là là, quelle bronchite. Ce soir-là, quand ses compagnons de bloc rentrent de leur journée de travail, Lal remarque qu'Aaron n'est pas avec eux. Il demande aux deux hommes qui partagent sa paillasse ce qui lui est arrivé. Depuis combien de temps il n'est plus là? Depuis une semaine environ. Lal sent son estomac se nouer. Le capot te cherche partout. Aaron aurait pu lui dire que tu étais malade, mais il craignait que le capot le remette sur la charrette des morts s'il l'apprenait. Alors, il a raconté qu'il était déjà parti. Et le capot a découvert la vérité? Non, répond l'homme en bâillant, épuisé par sa journée de travail. Le capot est tellement furieux qu'il a pris Aaron. Lal a du mal à contenir ses larmes. Son deuxième compagnon de lit roule sur le côté et s'appuie sur un coude. Tu lui avais mis de grandes idées dans la tête. Il voulait sauver une vie, la tienne. Celui qui sauve une vie sauve le monde entier. Lal termine la phrase
Les hommes restent silencieux un instant. Lal regarde le plafond, cligne les yeux pour chasser ses larmes. Aaron n'est pas le premier à mourir ici, ni le dernier. Merci, dit-il. On a poursuivi l'œuvre d'Aaron en essayant de sauver la vie de celui qu'il avait choisi. On s'est relayé, dit un jeune homme. On apportait de l'eau en douce. On partageait notre ration de pain avec toi. On te forçait à l'avaler. Un autre prend la parole. Il se lève du lit. En dessous, le visage hagard, ses yeux bleus vitreux, la voix éteinte, mais impatient de raconter à son tour l'histoire. On a changé tes vêtements sales. On les a remplacés par ceux d'un homme qui était mort dans la nuit. Là, ne peut plus contenir les larmes qu'il coule sur ses joues émaciées. Je ne peux pas, il ne peut rien faire d'autre qu'exprimer sa reconnaissance. Il sait qu'il a une dette envers eux, qu'il ne pourra pas rembourser. Pas maintenant, pas ici, pas vraisemblablement jamais. Il s'endort au son de chants hébreux que spalmodient ceux qui se rapprochent encore à leur foi. Le lendemain, là, fait la queue pour la distribution du breuvage du matin quand Pépin surgit à côté de lui, prend doucement son bras et le conduit vers la zone où se déroulent les sélections. C'est là que les camions déchargent les cargaisons humaines. Il lui semble assister au premier acte d'un drame dont il connaît certains acteurs. D'autres, nouvellement arrivés, lui sont inconnus. Leurs répliques n'ont pas été encore écrites. Leur rôle reste à déterminer. Son expérience ne l'a pas préparé à comprendre ce qui se passe. Il se souvient être déjà passé par là, oui, pas en tant qu'observateur, en tant que participant. Quel va être mon rôle à présent? Il ferme les paupières, imagine une autre version de lui-même en face de lui, une version dont le bras gauche n'est pas encore tatoué. Alors, page 76, Lal donne des conseils à Baretsky sur l'art de parler aux femmes. Page 76. Le lendemain, Baretsky accompagne Lal à Auschwitz. Le nouveau convoi n'est pas très important. Léon a jour de congé. Baretsky taquine Lal à propos de la lettre. D'après lui, Lal n'est plus dans le coup avec les filles. Préférant ignorer ses piques, Lal lui demande s'il a lu un bon livre ces derniers temps. Un livre? Je ne lis pas de livres, marmonne Baretsky. Vous devriez. Pourquoi? À quoi ça sert les livres? On peut apprendre beaucoup de choses en lisant des livres. Et les filles aiment bien quand on leur écrit un poème, ou quand on cite les passages d'un bon roman. Je n'ai pas besoin de citer des romans. J'ai cet uniforme. C'est tout ce qu'il me faut pour impressionner les filles. Elles adorent l'uniforme. C'est une petite amie, j'ai une petite amie, tu sais, se vante Baretsky. Première nouvelle, pense Lal. C'est bien. Et elle aime votre uniforme? Et comment? Il lui arrive même de le mettre. Elle se pavane avec en levant les bras. Elle se prend pour Hitler. Avec un rire glaçant, il l'imite. Heil Hitler, Heil Hitler, scande-t-il en levant le bras. Ce n'est pas parce qu'elle aime votre uniforme qu'elle vous aime vous, lâche Lal. Baretsky s'arrête net. Lal se maudit d'avoir laissé échapper un commentaire inconsidéré. Il ralentit, se demandant s'il doit revenir sur ses pas pour s'excuser. Non, il va continuer à marcher et attendre. Il ferme les yeux, pose son pied devant l'autre, attend le coup de feu qui va forcément partir. Il entend quelqu'un courir derrière lui, puis on tire sur sa manche. C'est ce que tu penses, tatoueur. Qu'elle n'aime... tatoueur, quoi. Qu'elle n'aime juste parce que je porte un uniforme. Là, le soulagé se retourne pour le regarder. Comment voulez-vous que je sache ce qu'elle aime? Et si vous m'en disiez un peu plus sur elle? Il n'a aucune envie d'avoir cette conversation, mais comme il vient d'échapper à une balle dans le dos, il a le sentiment qu'il n'a pas vraiment le choix. Il se trouve que Baretsky connaît très peu de choses de sa petite amie, tout simplement parce qu'il n'a pas cherché à savoir qui était vraiment ce qu'elle faisait. Lal ne peut pas se taire plus longtemps. Voilà qu'il donne des conseils à Baretsky sur l'art de parler aux femmes et de leur faire plaisir. Dans sa tête, Lal se dit qu'il ferait mieux de se taire. Pourquoi se soucier du monstre qui marche à côté de lui? Pourquoi chercher à savoir s'il sera un jour capable de traiter une fille avec respect? En réalité, Lal espère que Baretsky
ne survivra pas au camp et qu'il n'aura plus jamais l'occasion de fréquenter une femme. Alors, Gita, l'amoureuse de Lal, est très malade. Page 97. Malgré le froid polaire, la neige et la boue qui s'accumulent dans le camp, Lal est de bonne humeur. Ces dimanches, Lal et Gita feront partie des courageux qui auront bravé le mauvais temps pour errer dans le camp, dans l'espoir d'une rencontre furtive, d'un échange rapide, d'un frôlement de main. Tout en guettant Gita, Lal fait les 100 pas pour se réchauffer. Il passe devant le camp des femmes, le plus souvent possible, mais ne veut pas attirer l'attention sur lui. Plusieurs filles sortent du bloc 29, pas Gita. Sur le point d'abandonner, il aperçoit Dana qui jette un regard alentour. Quand elle voit Lal, elle se hâte vers lui. Gita est malade, dit-elle, dès qu'il peut l'entendre. Elle est malade, Lal. Je ne sais pas quoi faire. Son cœur s'emballe sous l'effet de la panique. Il repense à la charrette des morts, aux hommes qui l'ont soigné et sauvé du sort qui l'attendait. Il s'en est fallu de peu. Je dois la voir. Impossible, notre capot est d'une humeur exécrable. Elle veut que les SS viennent récupérer Gita. Tu ne dois pas les laisser faire. Tu ne dois pas les laisser l'emmener, dit Lal. Qu'est-ce qu'elle a, tu sais? On pense que c'est le typhus. On a perdu plusieurs filles du bloc cette semaine. Alors il lui faut des médicaments, de la pénicilline. Et où veux-tu qu'on trouve de la pénicilline, Lal? Si on va à l'hôpital pour demander des médicaments, ils la prendront. Je ne veux pas la perdre. J'ai perdu toute ma famille. S'il te plaît, tu peux nous aider, Lal, le supplie Dana. Ne l'emmène pas à l'hôpital, quoi que tu fasses. Surtout ne l'emmène pas là-bas. Lal réfléchit à toute vitesse. Écoute-moi, Dana. Tu vas peut-être me falloir 2 jours, mais je vais essayer de lui trouver de la pénicilline. Il est pris d'un étourdissement. Sa vision se brouille. Ses tempes palpitent. Écoute, ce que tu vas faire, demain matin, tu vas la prendre avec toi, comme tu pourras, tu la portes, tu la traînes, peu importe. Tu l'emmènes dans le dépôt du Canada. Cache-la parmi les vêtements durant la journée. Essaie de lui faire boire le plus d'eau possible, puis ramène-la au bloc pour l'appel. Tu vas devoir faire ça pendant plusieurs jours jusqu'à ce que je récupère des médicaments. Mais tu dois le faire. C'est le seul moyen d'éviter l'hôpital. Maintenant, va t'occuper d'elle. Voilà, voilà. Donc, ça. Ensuite, nous avons la page 162. Léon revient d'entre les mains de Mengele. Il a subi des atrocités. Alors, Léon, page 162. Page 162. En quittant le bâtiment de l'administration, il se dirige vers la zone où se déroule la sélection, car il a remarqué qu'un camion était déjà à l'arrivée avec de nouveaux détenus. Il est en train de d'installer sa place quand Baretsky surgit à ses côtés. « Je t'amène quelqu'un, Tatouerer. » Là, n'a pas le temps de lever les yeux qu'il entend déjà une voix familière, à peine plus forte qu'un murmure. « Salut Lal. » Léon se tient à côté de Baretsky, pâle, plus mince, voûté. Il avance en posant prudemment un pied devant l'autre. « Je vous laisse à vos retrouvailles. » Baretsky s'éloigne en souriant. « Léon, mon Dieu, tu es en vie. » Lal se précipite vers lui et le serre dans ses bras. Il sent chaque os à travers la chemise de son ami. Puis il s'écarte et l'examine à quelque distance. « Mengele, c'est à cause de Mengele. » Léon ne peut que hocher la tête. Lal passe les mains le long des bras maigres de Léon, touche son visage. Le salaud, un jour, il aura ce qu'il mérite. Dès que j'aurai fini ici, j'irai te chercher de la nourriture, du chocolat, du saucisson. Qu'est-ce que tu veux? Je vais t'engraisser. Léon lui sourit faiblement. Merci, Lal. Je savais que le salaud affamait les prisonniers et je pensais qu'il n'infligeait ce traitement qu'aux filles. Si seulement il n'y avait que ça, qu'est-ce que tu veux dire? Léon regarde Lal droit dans les yeux. Il m'a coupé les couilles, Lal, dit-il d'une forte voix et ferme. On perd l'appétit quand on te coupe les couilles. Tu peux me croire.
Lal a un mouvement de recul horrifié. Il se détourne pour cacher son choc à Léon. Léon réprime un sanglot, scrute le sol comme s'il cherchait quelque chose à fixer, peine à retrouver sa voix. Je suis désolé, je n'aurais pas dû te l'annoncer comme ça. Merci de te soucier de moi. J'accepte ton offre avec reconnaissance. Lal inspire profondément, s'efforçant de contrôler sa colère. Il a très envie de se déchaîner, de venger le crime commis par son ami, sur son ami, pardon. Léon s'éclaircit la voix. Y a-t-il une chance que je retrouve mon travail? Lal sent une chaleur lui monter au visage. Bien sûr, je suis ravi de te reprendre. Mais tu dois d'abord couvrir tes forces. Pourquoi n'iras-tu pas dans ma chambre? Si un des tziganes t'arrête, dis-lui que tu es mon ami et que c'est moi qui t'ai envoyé ici. Tu trouveras de quoi manger sur mon lit. Je te rejoindrai quand j'aurai terminé. Un gradé SS approche. Vas-y, dépêche-toi. Je suis incapable de me dépêcher pour le moment. Je suis désolé. C'est bon, je suis parti. À tout à l'heure. L'officier regarde Léon s'éloigner et reporte son attention sur sa tâche. Déterminé qui va vivre et qui va mourir. Donc ensuite, page 191, les Américains arrivent. 191. Là, il se dirige vers le camp des femmes quand il entend un bruit d'avion. En levant la tête, il aperçoit un petit appareil qui survole les lieux à basse altitude avant de décrire un arc de cercle pour refaire un passage. Il vole si bas que Lal peut distinguer le symbole de l'Air Force des États-Unis. Un prisonnier crie. C'est les Américains sont là. Tous les détenus lèvent les yeux vers le ciel. Certains se mettent à sauter en agitant les bras. Lal regarde les miradors autour de l'enceinte et remarque que les sentinelles sont en alerte. Elles braquent leurs mitrailleuses sur les hommes et les femmes qui s'agitent. Quelques-uns se contentent de faire des signes pour attirer l'attention du pilote. D'autres montrent les fours crématoires et crient « Larguez les bombes, larguez les bombes !» Ce qu'ils ne feront pas. Hein. Là, l'envisage de se joindre à eux, tandis que l'avion effectue un deuxième passage avant de virer sur l'aile pour survoler encore une fois le camp. Plusieurs prisonniers courent vers le crématoire, pointent les doigts vers eux, cherchant par tous les moyens à faire passer leur message. Larguez les bombes, larguez les bombes. Après un troisième passage au-dessus de Birkenau, l'avion reprend de l'altitude, puis s'éloigne et disparaît. Les détenus continuent à crier. Beaucoup tombent à genoux, désespérés de ne pas avoir été entendus. Là, commence à reculer vers un bloc à proximité, juste à temps. Les balles se mettent à pleuvoir sur l'enceinte. Les gardes, dans leur mirador, tirent sur tous ceux qui n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. En raison du danger, Lal renonce à voir Gita. Il regagne son bloc où il est accueilli par des gémissements et des pleurs. Des femmes bercent des enfants touchés par les tirs. Ils ont vu l'avion et ils se sont joints aux prisonniers qui couraient dans le camp, expliqua les hommes. Qu'est-ce que tu veux faire pour vous aider demande Lal. Faire entrer les autres enfants, ils n'ont pas besoin de voir ça, bien sûr. Merci Lal, je vais t'envoyer nos anciennes. Elles se donneront un coup de main. Je ne sais pas quoi faire des corps, je ne veux pas les laisser là. Les SS vont venir les récupérer, j'en suis sûr. Ces mots lui paraissent si durs, si cruels. Lal sent les larmes lui picoter les yeux. Il se dandine d'un pied sur l'autre. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous demande l'homme. J'ignore ce qui nous attend. On va tous mourir ici? Je ferai tout pour que cela n'arrive pas. Lal rassemble les enfants et les accompagne à l'intérieur. Certains pleurent, d'autres sont trop choqués pour pleurer. Plusieurs femmes les plus âgées viennent l'aider. Ils emmènent les enfants à l'autre bout du bloc et commencent à leur raconter des histoires. Mais cette fois, ça ne marche pas. Les petits sont inconsolables. La plupart restent silencieux, traumatisés. Lal va dans sa chambre et revient avec du chocolat. Nadia et lui le coupe et le distribue. Certains des enfants prennent le morceau qu'on leur tend. Les autres regardent le chocolat
comme s'il lui allait leur faire du mal. Lal ne peut rien faire de plus. Nadia le prend par la main et l'aide à se relever. Merci, tu as fait tout ce que tu as pu. Elle pleure sa joie du revers de sa main. Elle effleure sa joue du revers de sa main. Laisse-nous maintenant, je vais aider les hommes dehors, répond Lal d'une voix hésitante. Il sort, à moitié chancelant. Déjà, il aide les hommes à rassembler les petits corps pour que les SS les emmènent. Il remarque qu'ils sont déjà en train de récupérer les cadavres qui gisent sur le camp. Plusieurs femmes refusent de donner leurs précieux enfants, et quand ils voient ces petits êtres sans vie arrachés aux bras de leur mère, là, elle a le cœur brisé. Alors, page 199, là, n'a plus la foi. 199. Tu as perdu la foi, demande Gita, en se calant contre le torse de Lal, derrière le bâtiment de l'administration. Ils ont l'habitude de se retrouver. Elle a choisi ce moment pour lui poser la question parce qu'elle veut entendre sa réponse sans voir l'expression de son visage. Pourquoi cette question demande-t-il. Parce que je pense que tu ne crois plus en Dieu et ça m'attriste. Donc toi, tu as toujours la foi. C'est moi qui ai posé la question, la première. Tu dois me répondre. Dans ce cas, oui, j'ai perdu la foi. Quand? Le soir où je suis arrivé ici. Je t'ai raconté ce qui s'est passé, ce que j'ai vu. Comment un Dieu miséricordieux pourrait-il laisser faire ça? Je ne sais pas. La suite des événements ne m'a pas fait changer d'avis. Bien au contraire. Tu dois pourtant croire en quelque chose. Oui, je crois en toi, en moi. Je crois qu'on va partir d'ici et recommencer de zéro, là où on pourra. Je sais quand et où on voudra. Elle soupire. Et là, si seulement là la fait pivoter vers lui, je ne veux pas être défini par ma judéité. Je ne cherche pas à nier le fait que je suis juif, mais je suis d'abord un homme amoureux de toi. Et moi, si je veux continuer à croire en mon Dieu, si la foi est importante pour moi, je n'ai pas mon mot à dire. Si un silence gêné s'installe entre eux, il la regarde, elle a les yeux baissés. Ça ne me pose aucun problème que tu aies la foi, dit Lal doucement. En fait, je t'encouragerai même dans ce sens. Tout ce qui compte pour moi, c'est de t'avoir à mes côtés. Quand on repartira d'ici, je veillerai à ce que tu puisses pratiquer ta religion. Et quand nos bébés naîtront, tu pourras les initier à la foi. Des bébés? Je ne sais pas si je pourrai avoir des enfants, je suis complètement détraqué à l'intérieur. Une fois qu'on sera sorti d'ici et que je t'aurai un peu engraissé, on aura des enfants. Ils seront magnifiques parce qu'ils tiendront de leur mère. Merci mon amour, grâce à toi, j'ai envie de croire en l'avenir. Parfait. Ça veut dire que tu vas me donner ton nom de famille et me dire d'où tu viens. Pas encore. Je te le dirai le jour où on partira d'ici. S'il te plaît, ne me pose plus de questions. Oui, comme dit Woody Allen, si Dieu existe, il a intérêt à avoir une bonne excuse. Voilà. Woody Allen juif aussi. Alors, page 223, Lal échappe une fois encore à la mort. Alors, page 223. Tu es sûr que tu n'es pas un chat? En entendant ces mots, Lal met quelque temps à comprendre où il se trouve. Il ouvre les yeux et voit Beretsky Hilar penché au-dessus de lui. Quoi? Tu dois être un chat parce que tu as plus de vie que n'importe qui d'autre ici. Lal se dresse, tant bien que mal, sur son séant. C'était Silka, oui, je sais. Tu dois être bien d'avoir des amis. Tu dois être bien d'avoir des amis bien haut placés. Je donnerais volontiers ma vie pour.
Je donnerais volontiers ma vie pour qu'elle puisse se passer de tels amis. Tu as failli donner ta vie. Ça ne lui aurait été d'aucune utilité d'ailleurs. Oui, c'est une situation contre laquelle je ne peux rien. Beratsky rit. Tu te prends vraiment pour le commandant du camp. Peut-être que c'est toi qui commandes après tout. Tu es encore en vie alors que tu devrais être mort. Comment as-tu fait pour sortir du bloc 11? Je n'en ai pas la moindre idée. Quand ils sont venus me chercher, j'étais persuadé qu'ils allaient me conduire au mur de la mort. Mais non, ils m'ont jeté à l'arrière d'un camion et m'ont amené ici. Jusqu'à présent, personne n'est sorti vivant de son séjour au sein de la Straff Company. Alors, bien joué, dit Baransky. Je ne suis pas fâché d'avoir créé un précédent. Comment se fait-il que j'ai pu retrouver mon ancienne chambre? Facile, elle va de pair avec le travail. Quoi? Tu l'es Tatauer. Et Dieu merci si je puis dire, l'eunuque qui t'a remplacé n'était pas à la hauteur. Oustek me laisse reprendre mon travail. Si j'étais toi, je ne m'approcherais pas de lui. Il ne voulait pas que tu reviennes. Il voulait que tu sois abattu. C'est Schwarzenberg qui avait d'autres projets pour toi. Il faut absolument que je trouve un peu de chocolat pour Silka. Tatouer, ne recommence pas. Ils ne vont pas te quitter des yeux. Allez, viens, je t'emmène au travail. En sortant, Lal dit « Je suis désolé de ne pas avoir pu me procurer les banninons que vous vouliez. J'avais pris les dispositions, mais mes projets ont été contrariés. Au moins, tu auras essayé. De toute façon, ce n'est plus ma petite amie. Elle m'a quitté. Oh, je suis désolé. J'espère que ce n'est pas à cause d'un conseil que j'ai pu vous donner. Je ne pense pas. Elle a juste rencontré quelqu'un qui habite dans la même ville, dans le même pays qu'elle. » Voilà. Donc, ensuite, c'est le dernier passage. C'est page 237. Là, est effondré. Il vient de voir ses amis de Zigane rentrer dans un crématorium. Page 237. Pendant des semaines, les moments que Lal et Gita passent ensemble sont ponctués de lourds silences. Gita tente en vain de la consoler. Il lui a raconté ce qui s'était passé, et si elle comprend sa peine, elle ne la partage pas complètement. Ce n'est pas sa faute. Elle n'a pas eu l'occasion de connaître l'autre famille de Lal. Elle aimait l'écouter parler des enfants. Jamais à court d'idées pour inventer des jeux. Jamais accordé pour des jeux sans jouets. Taper dans un ballon de fortune fait de neige et de débris. Atteindre en sautant les lattes en bois du bloc et jouer au loup. Le plus souvent, Gita essaie de faire parler Lal de sa famille biologique, mais il s'enferme dans un silence têtu. Il refuse de lui en dire davantage sur ses proches tant qu'elle ne lui parlera pas, d'elle, tant qu'elle ne lui dira pas d'où elle vient, qui elle est. Gita ne sait comment arracher Lal à son chagrin. Ils ont tous les deux résisté pendant 2 ans et demi aux pires atrocités dont est capable l'humanité. Mais c'est la première fois qu'elle voit Lal sombrer dans une telle dépression. Et qu'est-ce que tu fais des milliers de victimes de notre peuple, lui crie-t-elle un jour, et des jeunes femmes que tu as vues à Auschwitz avec Mengele. Tu sais bien de personnes, tu sais combien de personnes sont passées entre ces deux camps et n'en sont pas ressorties, tu le sais. Là, elle ne répondit pas. Je vois les fiches avec les noms et les âges, des bébés, des grands-parents. Je vois leurs noms et leurs numéros. Je ne suis pas capable de compter jusque-là. Là, n'a pas besoin que Gita lui rappelle le nombre de personnes qui sont passées par le camp. Il les a lui-même tatouées. Il la regarde. Elle scrute le sol. Il comprend que si pour lui, ces gens ne sont pas des numéros, pour Gita, ce sont des noms. Par son travail, elle en apprend beaucoup plus sur eux que lui. Elle connaît leurs noms et leur âge. Il sait que ça va la hanter jusqu'à la fin de ses jours.
Je suis désolé, tu as raison, dit-il. Chaque mort est un mort de trop. Je vais m'efforcer d'être moins sombre. Je ne te demande pas de feindre la bonne humeur si tu es triste, mais ça dure depuis trop longtemps. Là, et un jour, c'est déjà long pour nous. Je ne les oublierai jamais, tu sais. Je ne t'aimerais pas s'il en était autrement. Tu les considérais comme ta famille, je sais. Ça peut être bizarre, mais je crois que le meilleur hommage que tu puisses leur rendre, c'est de rester en vie, de survivre à cet endroit, et de dire au monde entier ce qui s'est passé ici. L'âne se penche pour l'embrasser, le cœur lourd, de chagrin et d'amour. Voilà, bon, c'est un beau témoignage. Hein, donc, là, c'est un livre de poche. Hein, c'est chez J'ai lu, hein, et ça a été publié, je sais pas. Donc, c'est une journaliste australienne qui a écrit ça. C'était traduit en français. Et en France, c'était donc l'éditeur, c'est City Edition, voilà, pour la France. Donc c'est des éditeurs spécialisés en traduction en général. Voilà. Donc le tatoueur d'Auschwitz, à lire, hein, c'est vraiment intéressant. Voilà, voilà. De Heather Morris. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous, une bonne fin de semaine. Et puis je vous dis cette fois-ci dans 15 jours. À très bientôt.